Aplasie médulaire. Regardez bien cette image, elle illustre parfaitement une moelle osseuse profondément altérée. Ce que vous voyez, ce sont majoritairement des adipocytes, ces grandes cellules graisseuses, remplaçant les cellules hématopoïétiques, très rares. C'est la signature histologique d'une aplasie médulaire sévère, caractérisée par une insuffisance de production de toutes les lignées sanguines. Ce tableau explique les pancytopénies observées chez ces patients, dont le pronostic dépendra de la prise en charge rapide. L'aplasie médulaire, c'est l'arrêt total de production des cellules sanguines par la moelle osseuse. Il s'agit d'une insuffisance médulaire globale, quantitative, qui se manifeste cliniquement par une pancytopénie. Concrètement, la moelle est hypocellulaire, voire désertique. Retenez bien qu'il faut absolument la différencier d'une myélofibrose. Physiopathologie. Alors, quelles sont les causes sous-jacentes? On observe une réduction des cellules souches, une anomalie du tissu de soutien de la moelle osseuse, et des problèmes de production locale de facteurs de croissance. N'oublions pas l'origine immunologique, souvent évoquée. Mais retenez bien que, malgré toutes ces pistes, le mécanisme précis de l'atteinte n'est pas encore totalement élucidé. C'est un point crucial à garder en tête. Épidémiologie. La fréquence des AM est délicate à établir, mais elle varie fortement, étant plus courante dans les pays en développement. L'incidence globale est d'environ 2,3 cas pour 1 million d'habitants. Cette affection touche indifféremment les deux sexes. Quant à l'âge, nous observons une distribution bimodale, affectant majoritairement les 15-30 ans et les plus de 60 ans, et restant fort heureusement rare chez l'enfant. Signes cliniques. Pour le diagnostic, nous allons scruter les signes d'insuffisance sanguine, qui peuvent débuter brutalement ou plus insidieusement. Leur intensité reflète la gravité de l'insuffisance médulaire. Pensez à l'anémie, avec pâleur cutanéo-muqueuse et signes fonctionnels. Ensuite, un syndrome hémorragique souvent spectaculaire, purpura, épistaxis, gingivorragie, voire des bulles hémorragiques. Enfin, un syndrome infectieux avec fièvre et angine ulcéro-nécrotique. Retenez bien, le syndrome tumoral est absent ici. Ecchymose. Sur ses jambes, nous voyons de multiples ecchymoses, ces bleus formés par l'épanchement de sang sous la peau. Remarquez les tailles et les couleurs variées, du pourpre foncé au verdâtre jaunâtre, indiquant des lésions d'âge différents et le processus de dégradation de l'hémoglobine. La présence de nombreuses ecchymoses doit toujours alerter. Il est crucial de rechercher une cause, qu'elle soit un traumatisme répété, une fragilité vasculaire, un traitement anticoagulant ou un trouble de la coagulation. Pétéchie. Observez ces multiples petites taches rouges ou pourpres sur la peau. Elles sont dues à de minuscules hémorragies capillaires, qui ne blanchissent pas à la pression. Leur présence est un signal d'alarme clinique majeur. Elles peuvent indiquer un trouble des plaquettes, une vasculite, ou une infection systémique grave. Toujours explorer rapidement la cause sous-jacente. C'est un signe que l'on ne doit jamais ignorer. Des signes biologiques. Retenez cette triade indispensable. L'hémogramme révèle une pancytopénie caractéristique, une anémie normochrome normocytaire arégénérative, une leuconeutropénie, et une thrombopénie, le tout sans aucune cellule anormale. Le myélogramme nous oriente fortement avec une moelle pauvre, voire désertique. Mais attention, l'examen capital est la biopsie médulaire. Elle seule permet une analyse architecturale précise et confirme de manière irréfutable notre diagnostic. Cette diapositive illustre une technique de prélèvement cruciale, vraisemblablement une biopsie médulaire ou une ponction osseuse. L'image montre le geste technique du praticien, avec l'aiguille spécifique insérée dans le tissu, et la seringue qui se remplit de l'échantillon. C'est un acte précis, fondamental pour le diagnostic de nombreuses pathologies hématologiques ou oncologiques. La maîtrise de ce geste garantit une collecte d'échantillons de qualité, indispensable pour des analyses fiables. Voici l'aspect de la moelle osseuse dans l'amylose. Vous voyez ces zones amorphes, extracellulaires, pâles, qui infiltrent le tissu médulaire? Ce sont les dépôts d'amyloïdes. Ils peuvent refouler les cellules hématopoïétiques normales, expliquant les cytopénies. Attention, pour une identification formelle et une évaluation précise de l'extension de ces dépôts, la coloration au rouge Congo est indispensable. C'est elle qui confirme le diagnostic d'amylose médulaire. Pour le diagnostic différentiel de la pancytopénie, l'enjeu est de distinguer une origine périphérique, où la moelle osseuse est riche, typique de l'hypersplénisme ou de certaines maladies auto-immunes. D'une origine centrale, indiquant souvent une infiltration médulaire par des hémopathies comme les leucémies aiguës, les lymphomes, ou des métastases.
Pensez aussi aux anémies mégaloblastiques par carence en B12 folate, aux myélodysplasies et à l'HPN. Une démarche clé pour la suite de l'investigation. Étiologies acquises sont multiples. L'idiopathique domine, souvent avec une composante auto-immune. Mais attention aux causes secondaires. Les toxiques sont nombreux, irradiation, le benzène, toluène, décolle, certains médicaments comme le chloramphénicol. Les infections sont aussi majeures, hépatite virale, VIH. Et n'oubliez pas la PNH. Une liste cruciale à connaître. Constitutionnelle, ces affections génétiques impactent la moelle osseuse. La maladie de Fanconi, autosomique récessive, est emblématique, une anomalie de réparation de l'ADN entraînant insuffisance médulaire, malformations diverses os, peau, cœur, rein et un risque oncologique accru. Parmi les autres syndromes constitutionnels majeurs, retenons la dyskératose congénitale, Shwachman-Diamond, la dysgénésie réticulaire et le syndrome de Zincé-Colengman. Des pathologies à ne pas ignorer. L'évolution de cette affection est malheureusement sans ambiguïté si elle n'est pas prise en charge. En l'absence de traitement, l'AM progresse inexorablement vers le décès en quelques semaines ou mois. C'est dire l'urgence. Heureusement, grâce aux approches thérapeutiques actuelles, l'évolution se diversifie, soit une guérison complète, ce qui est l'objectif, soit, dans certains cas, le passage à une forme chronique. L'intervention est donc capitale pour changer le pronostic. Pour évaluer le pronostic de l'anémie aplasique, nous nous basons sur les critères de Kamita. 3 paramètres sont essentiels, des réticulocytes et des plaquettes inférieures à 20 000, et des polynucléaires neutrophiles entre 2 cents et 5 cents. L'anémie est modérée avec 0 ou un critère, sévère avec 2. Elle devient très sévère quand les PN chutent sous 2 cents, un seuil critique déterminant notre stratégie thérapeutique. Traitement. Face à l'anémie médulaire, 3 axes. Le traitement symptomatique corrige l'anémie et la thrombopénie par transfusion, et gère toute fièvre infectieuse avec hospitalisation et antibiotiques. Si secondaire, le traitement étiologique est d'arrêter le médicament responsable. Enfin, le traitement de fond, surveillance ou androgène pour les formes modérées, mais pour l'AM sévère, CSAL plus cyclosporine ou une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Merci pour votre attention soutenue tout au long de cette présentation passionnante. J'espère sincèrement que les concepts clés abordés aujourd'hui vous apporteront de nouvelles perspectives pour vos futurs projets et réflexions. Je suis maintenant à votre entière disposition pour échanger, répondre à toutes vos questions ou simplement approfondir les sujets qui vous ont le plus interpellé. Votre curiosité est notre moteur, n'hésitez surtout pas à intervenir.